Salut à toi et bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voulais te parler de 10 erreurs qu'on peut faire parfois en tant que prestataire de services à partir du moment où tu vends tes services. Je vais principalement parler de vente de services sur internet, rédaction, community management, web design, bref, développement. Tout ça, je vais pas parler par exemple de plomberie, je te donne ce petit détail parce que ça a son importance. Donc vraiment, prestation de services sur internet, que tu vends en tout cas sur internet. La première erreur, je vais pas passer 10 ans dessus parce que j'en parle énormément. J'ai même fait une vidéo, un podcast sur le sujet cette semaine. C'est le fait de se brader. Beaucoup de freelance, de consultants aujourd'hui se bradent parce qu'il y a une énorme concurrence. Et du coup, on croit que la solution, c'est forcément de baisser ses prix, c'est de facturer 300 € par jour. Alors, encore une fois, pour beaucoup, ça peut sembler énorme, mais c'est pas du tout le cas. Donc, bref, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que j'en parle énormément. Mais première grosse erreur, c'est le fait de se brader. Deuxième erreur, et je vais te parler d'une petite anecdote pour le coup, pas très sympa, qui m'est arrivée. La deuxième grosse erreur en tant que prestataire de service, à partir du moment où tu vends tes services en tant que freelance, c'est d'avoir une attitude belliqueuse avec ton client. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a beaucoup d'indépendants qui quittent, le monde de l'entreprise parce qu'ils aiment pas avoir un patron, ils aiment pas l'autorité, etc. Moi, j'en fais partie. J'aime pas ça du tout. Je suis très content d'être indépendant justement parce que j'ai pas de patron. Mais l'attitude inverse, ça pourrait être justement d'avoir une espèce de rejet constant en fait, si tu veux, du client, de croire que ton client est ton ennemi, de croire que ton client, en gros, il faut que tu lui prennes son argent et que tu t'en ailles. Tu vois un petit peu l'idée, croire que ton client est un ennemi, qu'il faut que tu en tires profit, bref, une vision un petit peu cynique du truc. J'ai connu des personnes comme ça. Je pense que c'est une grosse erreur de procéder comme ça, de penser ça, d'avoir cette attitude-là, parce que au final, ça ne te sert absolument pas à long terme. Moi, je suis persuadé qu'on gagne très bien sa vie en tant que consultant, en tant que freelance, à partir du moment où on essaye d'apporter de la valeur, ou à partir du moment où on rend un réel service auprès de son client et qu'on se comporte de manière tout à fait cordiale et humaine. J'y crois pas du tout, si tu veux, au fait d'aller piquer du fric à son client et de partir. Il y a quelques freelances, quelques personnes qui ont cette attitude-là et j'y crois absolument pas. Par contre, il peut arriver, évidemment, que tu aies des conflits avec certains clients, avec certaines personnes avec qui tu travailles et je vais justement, comme je te le disais, te parler d'un cas qui m'est arrivé. Il y a, je sais plus combien de temps exactement, peut-être un an et demi, un truc comme ça. Je devais bosser avec quelqu'un et pour le coup, je lui ai fait un devis, tout s'est très bien passé, ce client potentiel en l'occurrence, avait l'air super sympa, il faisait vraiment confiance, il y avait vraiment, je le trouvais vraiment adorable, c'est le terme, vraiment trop sympa, c'était une personne assez âgée mais qui avait un gros business, etc. Et pour le coup, donc je lui fais un devis. Et là, en fait, la personne me dit, limite m'insulte, non pas pour le prix, parce que je lui avais déjà à peu près annoncé le prix, mes tarifs, quoi, et non pas pour le prix, mais parce que c'était pas du tout pas assez pour lui, c'était pas assez détaillé. Le devis n'était pas assez détaillé pour lui, et du coup, il a super mal pris en me disant, ouais, j'ai jamais vu un devis aussi peu détaillé, etc. Alors, depuis, je détaille plus, mais c'est-à-dire que moi, j'ai toujours procédé comme ça, et j'avais jamais eu auparavant de problème par rapport à ça. Et là, la personne m'a quasi insulté, en me traitant en disant, mais pas vraiment insulté sur mes compétences ou quoi, c'était vraiment plus par rapport à mon âge et tout, une question d'ego. Il y avait un vrai problème d'ego, d'ailleurs j'y reviendrai, mais il y avait un vrai problème d'ego chez ce client-là. Et du coup, moi à la base, j'étais pas du tout belliqueux, j'essayais de régler le truc, comme j'ai pu, mais la personne était il y avait une espèce de méfiance. Et à partir du moment où il y a une méfiance en face de toi, à partir du moment où ton client potentiel est, tu sens un petit peu qu'il est un peu en train de se freiner, qui marche vraiment doucement vers toi, que la confiance n'est pas vraiment pleine, il y a un problème, il faut vraiment faire gaffe. Et ça peut se transformer en conflit, et c'est vraiment pas la bonne chose. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est simplement que je n'ai pas travaillé avec lui. Moi, je veux pas avoir des clients qui sont des ennemis pour moi. Je veux pas être contre mes clients, je veux être à 100% avec eux. Mais pour ça, il faut évidemment que eux aussi, de leur côté, soient totalement en confiance, qu'ils soient pas méfiants par rapport à moi, et ça va de soi.
Et je pense que c'est vraiment la base pour pouvoir bien travailler sur le long terme, pour pouvoir bien gagner sa vie en tant qu'indépendant et pour pouvoir apporter un maximum de valeur à ses clients. Je pense sincèrement qu'il faut avoir simplement une relation cordiale avec ses clients et pas du tout belliqueuse. La troisième, et c'est un petit peu l'inverse, tu vois, enfin, ça va un peu de pair, mais la troisième grosse erreur, c'est un peu, c'est le fait de croire que ton client est ton ami. Tu vois, il faut pas que ton client soit ton ennemi, mais en même temps, c'est pas ton ami. J'ai bien prononcé le mot cordial juste avant. Croire que ton client est un ami, et il y a des gens qui tombent un peu dans ce piège-là, ça entraîne pas mal de problèmes. Du style, je sais pas... pas de devis signé, je vais y revenir par la suite, mais en gros, le client avec qui tu as une espèce de relation ultra amicale et tout, peut un peu abuser de toi. Il peut profiter, tu vois, je vais en parler encore une fois dans les autres erreurs, mais en gros, il peut profiter de toi en t'appelant à n'importe quelle heure, en te demandant des trucs de dernière minute, etc. Mais c'est pas une bonne idée de considérer ton client comme un ami et de transformer ta relation avec ton client en amitié. Moi, j'ai un client, un de mes plus fidèles clients pour le coup, ça fait longtemps que je travaille avec lui, mais je considère pas que c'est un ami, si tu veux. C'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, avec qui je pourrais être ami, tu vois, en dehors de tout ça. Mais voilà, c'est pas un ami, si tu veux. Et du coup, il faut vraiment distinguer ça. Parce qu'il y en a qui en abusent. Il y a des clients qui vont dire, ouais, mais ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, tu pourrais me filer un coup de main là-dessus. Enfin, tu vois, du coup, ils essayent de plus en plus de te prendre le bras, quoi. Tu donnes la main, on te prend le bras. C'est un peu le risque quand ton client devient un ami. Donc, il faut pas croire que ton client peut devenir un ami. Il faut surtout pas laisser cette relation s'instaurer parce que ça n'amène que du mauvais, tu vois. Il y a rien de bon qui se profile si tu commences à avoir cette mentalité-là d'amitié avec tes clients. Quatrième grosse erreur, c'est du coup, j'en ai un peu parlé, je l'ai évoqué, c'est accepter les exceptions et les dernières minutes. Si tu veux, justement, parfois t'as des clients avec qui ça se passe très bien, ils vont te dire oui, juste cette fois-là, est-ce que tu peux me faire ça? Ou alors au dernier moment, ils vont dire ouais, c'est à rendre pour demain, fais ceci, fais cela. Moi, ça c'est quelque chose que j'ai vu notamment en agence de publicité. T'as des relations qui sont parfois très très vieilles avec de gros clients, tu vois, les grosses agences parfois entretiennent des relations qui durent des années avec des clients. Et pour le coup, parfois, ce client-là, vu qu'il est ultra fidèle et tout, on va lui filer un coup de main de dernière minute parce que voilà, ça fait quand même des années qu'il bosse avec nous, etc. Moi, je ne crois absolument pas aux exceptions, aux trucs de dernière minute. Il faut à un moment créer un cadre et que tu imposes ce cadre. Si ton client n'accepte pas ton cadre, tu cours de gros risques sur le long terme. Moi, je fais jamais de dernière minute, d'exception. Enfin, tu vois, il y a un moment, j'impose mes conditions. Après, encore une fois, et ça je le dis souvent dans le podcast, je me crée les leviers pour pouvoir imposer ces conditions, mais ceux qui ne sont pas contents avec, et ces conditions-là, elles sont pas du tout, tu vois, il s'agit pas de me donner le travail 3 mois avant, enfin d'avoir 3 mois pour effectuer mon travail, etc. Mais il faut juste que ça soit sensé. Donc les exceptions et les dernières minutes, non. Et pour ça, pour arriver à ce stade-là, il faut justement que tu aies plusieurs clients, que tu aies un système de prospection efficace, etc., etc., une marque personnelle qui travaille pour toi. Bref, mais en tout cas, c'est une grosse erreur de faire ça parce qu'à partir du moment où tu acceptes une exception, un truc de dernière minute, t'es foutu, ce client va abuser et ça se voit très très souvent. Cinquième grosse erreur, et ça c'est un truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps, enfin je l'ai pas fait mais ça aurait pu arriver, c'est travailler sans faire signer de devis. Ne commence jamais à travailler pour un client sans qu'il t'ait renvoyé un devis signé. Je vois plein de gens sur mon groupe Facebook qui se plaignent en disant « Ah, j'ai tel client qui m'a pas payé ». Et la première question qu'on pose c'est « Est-ce que tu as fait signer ton devis ?» Et souvent, parfois c'est non. Et dans ce cas-là, c'est très compliqué parce que en fait, le devis signé est une preuve d'accord entre ton client et toi au niveau de ta prestation de service. Donc, tu dois absolument pas passer à côté de ça. Ne commence aucun travail sans signature du devis et il faut même être rigide par rapport à ça. Moi, il y a pas très longtemps, j'ai un client qui l'a mal pris. Que je lui demande un devis, même si la relation, tu vois, se passe très bien, etc. Moi, mes clients ne sont pas mes amis. J'ai beau leur faire entièrement confiance, je ne travaille jamais sans devis signé. C'est la base. Tu vois, si tu fais ça, même si ça se passe super bien avec ton client, bref, il faut qu'il accepte ce process. Tu vois, quand tu vas payer, je sais pas, encore une fois, je reprends l'exemple du plombier, mais quand tu payes un plombier, il te donne un devis. Enfin, en général, tu payes tout de suite d'ailleurs, mais bref, dans plein de professions, tu as un devis, il faut le signer, c'est comme ça. C'est pareil quand on travaille sur Internet, il n'y a aucune raison
qu'il y ait d'exception à ce niveau-là. Donc ne travaille jamais sans faire signer ton devis. Moi vraiment, tu vois, le client en question a été agacé par ça, mais je lui fais comprendre que voilà, c'est rien de personnel, c'est comme ça que je procède, parce que voilà, il peut toujours y avoir des risques. Je ne travaille juste jamais sans faire signer de devis auparavant, même si on a déjà travaillé auparavant ensemble. Bref. Voilà un petit peu pour ce point-là, mais c'est vraiment important, il faut être rigide, il vaut mieux être rigide par rapport à ça que de se laisser aller, de se faire avoir, de se faire niquer pour parler vulgairement par la suite. Sixième grosse erreur, alors ça je l'avais un peu évoqué il y a pas très longtemps, c'est de travailler sans jamais avoir parlé au client au téléphone ou en rendez-vous physique. Tu vois, t'as pas mal de clients, surtout sur les plateformes pour freelance justement, qui te demandent tel ou tel travail et parfois ils essayent d'éviter la relation, tu vois, vocale, hein, entre guillemets, de te parler au téléphone ou de te rencontrer. C'est un peu casse-gueule parce que si tu ne rencontres pas la personne ou si tu ne lui parles pas, tu sais pas qui y a derrière. Donc moi je te conseillerais absolument pas. J'ai déjà eu ce genre de cas, tu vois, des gens qui parlent dans la boîte de messagerie sur Malte ou bref ou par email simplement. Ne commence pas à travailler avec un client sans jamais avoir parlé avec lui. Si ça se trouve, il veut juste arnaquer. Et la cerise sur le gâteau, ce serait même qu'il te fasse pas signer qu'il signe pas ton devis, que tu aies travaillé uniquement par email, en le contactant par email. Bref, tu vois un petit peu le truc un peu sombre. Surtout, ne t'aventure pas dans cette, par là. C'est vraiment pas un truc que je te recommande. Parle à tes clients en rendez-vous physique au téléphone. C'est quand même bien mieux pour la confiance et tu évites quand même comme ça de nombreux problèmes. Tu sais qui t'as en face, tout simplement. Septième, grosse erreur, tu vois, j'en ai tellement. Travailler avec un client qui n'accepte jamais le télétravail. T'as des clients parfois qui sont ultra rigides par rapport à ça, qui veulent absolument pas que tu travailles à distance. Alors parfois c'est justifié, il y a des missions qui peuvent nécessiter d'être présent sur les lieux, dans les locaux du client, mais c'est pas toujours le cas. Si tu considères toi que le travail peut être effectué de chez toi ou d'un espace de coworking ou bref, peu importe où tu veux, mais pas dans les locaux de l'entreprise, si tu considères que c'est faisable et que tu as un client en face de toi qui ne veut absolument pas ça, t'es face à un client qui veut un peu te transformer en salarié. Tu vois, c'est du salariat déguisé, ça peut être du salariat déguisé, ça l'est pas tout le temps, mais c'est une grosse erreur d'accepter ça, de travailler avec ce type de client parce qu'en gros il va vouloir te contrôler, il va vouloir que tu viennes dans les locaux sans aucune raison. Bref, en général les clients qui ont cette mentalité-là, moi je m'en méfie énormément. Je travaille pas moi de toute façon dans les locaux des entreprises, mais je sais que ça peut être le cas dans le développement, chez les devs. Ça arrive assez souvent. Faut faire attention. Parfois c'est justifié, parfois ça ne l'est pas. Mais quand tu considères que ton client abuse à ce niveau-là et s'il accepte de manière catégorique, s'il accepte pas et que c'est catégorique que tu travailles de chez toi ou à distance alors que tu pourrais en théorie le faire, pose-toi quelques questions. Huitième grosse erreur, accepter les rendez-vous téléphoniques à pas d'heure. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Il faut que tu imposes ton process en fait. Il faut que tu imposes tes conditions, ça je te l'ai déjà dit. Pour ça, il faut évidemment avoir ces leviers dont je te parlais, mais il faut pas que tu acceptes des rendez-vous téléphoniques à 20h, même si ton client t'appelle à 20h ou 21h ou 22h et que c'est récurrent, ça doit être genre vraiment l'exception. Ça doit être une fois par an, 2 fois par an parce qu'il faut absolument, il y a une urgence. Tu vois, je te parlais de pas faire d'exception tout à l'heure. Alors, il peut y avoir un truc, mais de manière générale, évite quand même. On va me dire que je me contredis, c'est pas le cas. Tu vois, il peut y avoir le truc exceptionnel, on sait jamais. Je veux pas être non plus con, tu vois, mais de manière générale, n'accepte pas les rendez-vous téléphoniques le soir, etc. Si tu commences à en accepter un, ton client, encore une fois, il y a beaucoup de clients comme ça, il va t'appeler de plus en plus, il va vouloir que tu acceptes de plus en plus de rendez-vous, des trucs de dernière minute, de plus en plus d'exceptions. Bref, c'est un cercle ultra vicieux, évite de faire ça. Neuvième grosse erreur, c'est s'arrêter de prospecter. Parfois, je parle avec des personnes qui me disent « Oh, mais moi, j'ai pas besoin de clients, j'en ai déjà plein, etc. machin. » Alors, moi, aujourd'hui, c'est un peu particulier. J'ai un business sur Internet en même temps. Je vais pas revenir sur mon cas, mais en tant que prestataire de service, je pense que c'est une grosse erreur de s'arrêter de prospecter. Je te parlais de levier. Plus tu prospectes, plus tu as de clients potentiels, plus tu as de clients et donc plus tu peux imposer tes conditions et ne pas avoir à accepter les exceptions, les dernières minutes, les rendez-vous téléphoniques à pas d'heure. Bref, il faut pas que tu t'arrêtes de prospecter parce que il peut, et ça m'est arrivé à mes débuts, tu vois, tu peux vraiment te retrouver sans rien d'un mois à l'autre. Il y a un mois qui peut être ultra rempli avec énormément de gens qui te contactent et tout, et le mois d'après, c'est le désert. Évite de t'arrêter de prospecter. Il faut, dans l'idéal, que tu aies un système de prospection qui qui continue en fait. Donc pour générer un flux continu de prospects. Enfin, dernière grosse erreur,
Tu le vois, je l'ai fait un peu dans le désordre. Hein. Il fait chaud, c'est l'été. Je suis pas très sérieux. Non, c'est l'été demain d'ailleurs, je crois. Quand tu regarderas cette vidéo ou écouteras ce podcast. Bref, 10e grosse erreur, c'est exécuter sans conseiller. C'est un truc que je dis aussi de temps en temps dans mes vidéos, dans mes podcasts. Il faut pas que tu sois le simple, salarié déguisé de ton client. Il faut pas que tu sois le simple exécutant. Il faut pas que tu sois simplement la main. Il faut aussi que tu sois le cerveau. Parce que c'est comme ça que tu vas devenir indispensable pour ton client. Si tu n'es qu'une main, si tu n'es qu'un exécutant ou une exécutante, je parle au masculin, mais ça vaut évidemment pour tout le monde. Si tu n'es qu'un exécutant, tu vas être remplaçable. Un freelance A, un freelance B, C, D, bref, peu importe. À partir du moment où tu as des mains, tout le monde a des mains, tout le monde sait faire du web design, tout le monde sait écrire, tout le monde sait, bref. Je le dis très souvent sur la chaîne, mais sur le podcast, mais il faut que tu sois en mesure de conseiller, que tu sois consultant plutôt que simple freelance lambda, que tu aides au niveau de la stratégie également plutôt que d'être vraiment au niveau de l'exécution. Et quand tu seras à ce niveau-là, quand tu seras au niveau du conseil, etc., ton client pourra vraiment pas se passer de toi. Moi, ça m'est arrivé d'être payé la même chose pour 2 fois moins de travail parce que je m'étais rendu indispensable, notamment au niveau de la stratégie, au niveau du conseil, et c'est applicable dans énormément de domaines, que tu sois rédacteur, que tu sois web designer, photographe. Tu peux, même photographe, tu peux totalement apporter des conseils et devenir indispensable pour ton client grâce à tes conseils, même si tu ne te contentes plus uniquement de faire des photos. Tu peux avoir un rôle vraiment important. Pour les métiers créatifs, ça se situe au niveau de l'image de marque. Tu es conseiller en image de marque au final. Tu peux être photographe, faire les photos et être conseiller ou conseillère en image de marque. Pareil, à partir du moment où tu es graphiste. Bref, tu vois l'idée, mais il faut que tu atteignes ce stade-là. Il faut que tu ne sois plus un ou une simple exécutante. Voilà un petit peu pour les 10 grosses erreurs. C'est un condensé, il y en a évidemment d'autres. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu vois, les trucs auxquels tu penses toi aussi. Mais je pense que si tu évites tout ça, déjà, tu es bien parti pour réussir à devenir indépendant et à bien gagner ta vie en tant que freelance ou consultant. Je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo si ça t'a plu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, si t'es sur YouTube, tout ça. Sinon, je t'invite aussi à télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si t'es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i. Si t'es sur le podcast, t'as le lien en description. Je te dis à demain, 18h, comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.